la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bonsoir à tous et à toutes. Un peu de rafraîchissement ce soir après une journée assez ensoleillée. Les températures les plus basses sont retrouvées dans les régions du nord-ouest, de l'ouest et de l'Adamawa, sensiblement 13 à 16 degrés ce soir. Toutefois, on note une nette évolution au niveau des températures dans la région de l'Adamawa. On atteindra les 22 degrés, les 22 également dans la région du nord et les 23 degrés à l'extrême nord. Nous avons choisi 3 régions pour les détails et nous démarrons avec l'Est Cameroun. Chez les Pygmées, on observera un temps très calme tout au long de la nuit et un beau mariage entre nuages et lune au lever du jour avec des températures très fraîches. Par la suite, à l'extrême nord, nonobstant cette belle constellation, c'est toujours un temps très sec. Tâchez de bien vous hydrater et d'éviter les poussières en suspension. Nous terminons avec le littoral Cameroun, un beau panorama tout au long de la nuit et demain matin, les températures atteindront les 26 degrés dans les villes de Douala et Edea. Ce soir, je vous amène à la découverte des chutes de l'île d'Eding dans la ville d'Edea. Excellente soirée. En vedette dans ce journal, décentralisation, boulevard d'opportunités pour les jeunes vers la cité idéale. Le message du chef de l'État à la jeunesse annonce des lendemains qui chantent, exploration des niches d'emploi et explication des experts de la décentralisation, en tête du 20h30. Élections municipales, résultats en rafale des commissions communales de vote. Quelques citadelles tombent dans le littoral, l'ouest, le centre et l'Adamawa. Le RDPC mène les débats malgré la montée en force de certains partis de l'opposition. Première tendance à suivre dans ce journal. Élections législatives, après les procès-verbaux, les procès tout court. Des recours déjà introduits au greffe du Conseil constitutionnel. Certains partis demandent l'annulation partielle des élections législatives. Nous faisons le point avec Thérèse Yolande Dima dans cette édition. Voilà pour les titres. C'est le fait majeur de l'actualité nationale cette semaine et c'est le dossier du 20h30, le message du chef de l'État à la nation. Parlant de la décentralisation, Paul Biya invite les jeunes à saisir les opportunités qu'elle leur offre. Ces ouvertures concernent l'emploi et le taux-emploi dans la fonction publique locale, mais aussi des carrières politiques pour les jeunes leaders. Les explications de Lucrèce Modundiemba. Un vaste champ d'opportunités. La décentralisation en est un pour la jeunesse camerounaise à travers les compétences dévolues aux collectivités territoriales décentralisées, soit 66 compétences pour toutes les régions et 3 de plus pour chacune des régions d'expression anglaise dans les domaines aussi variés que l'économie, l'éducation, la santé et le sport. La première opportunité porte cependant sur la politique à la base. La commune est pour la démocratie ce que l'école est à la science. Donc à travers la décentralisation, les jeunes ont l'opportunité de s'insérer dans le mouvement politique, dans le milieu politique, de s'initier dans cette politique et donc de se faire une carrière plus tard d'homme politique pour servir les intérêts de leur nation. Vient ensuite l'emploi, via l'élaboration des plans de formation et d'insertion professionnelle des jeunes. Il est attendu des communes, des communautés urbaines, des régions, n'est-ce pas, d'élaborer des plans prévisionnels d'insertion professionnelle des jeunes, d'élaborer des plans prévisionnels de formation professionnelle de ces catégories-là. Et avec les objectifs de développement durable de l'ONU au niveau international, il y a une autre opportunité donc d'offrir aux jeunes dans le cadre de la décentralisation des emplois à travers les incubations des PME, des start-up, le financement des micro-projets que les jeunes peuvent initier, le financement des activités génératrices de revenus que les jeunes peuvent également initier. Et puis il y a la fonction publique locale. Qui dit fonction publique dit, n'est-ce pas, l'emploi de ces jeunes dans le cadre des services publics municipaux, des services publics communautaires, des services publics régionaux. C'est donc là des nids d'emploi à travers cette fonction publique qui vont permettre donc de résorber le chômage, de pouvoir utiliser ces jeunes-là dans les communes, de mettre à contribution le talent et les autres formes de connaissances qu'ils disposent. C'est clair et le chef de l'État en est persuadé. La décentralisation est un vaste champ d'opportunités pour les jeunes qui voudront s'investir dans la gouvernance locale.
Et avec l'avènement de cette décentralisation, s'ouvre un boulevard pour l'emploi des jeunes. Il y a les métiers existants qui demandent davantage de spécialisation pour mieux répondre aux besoins de l'administration locale. Mais il y a également de nouvelles filières porteuses de développement. Les explications de certains experts sur les attendus des nouveaux métiers de la décentralisation. Sidoine Monkam. La décentralisation dans sa globalité est une occasion de créer de nouveaux emplois, des métiers adaptés à des secteurs précis de la vie des spécialistes. Nous allons assister à une spécialisation plus forte dans des initiatives telles que la planification territoriale, l'attractivité territoriale, le financement territorial, l'entrepreneuriat territorial. Dans le vaste champ de la décentralisation, les métiers liés au tourisme, au marketing, à la communication prendront eux aussi une nouvelle dimension. Nous avons des métiers relatifs à l'attractivité territoriale. Vous avez tout ce qui concerne le tourisme territorial, tout ce qui concerne le marketing territorial, qui nécessite de connaître les territoires dans leur contenu, dans leur structure, dans leur perspective de développement et dans le rôle qui leur aura été attribué par l'État à travers les politiques d'aménagement du territoire. La professionnalisation est désormais au cœur de l'action des acteurs territoriaux. Ces nouvelles approches professionnelles issues de la décentralisation devront prendre en compte plusieurs spécificités, y compris l'histoire des peuples. Un ingénieur du développement qui arrive dans la zone de l'océan traitera des questions en rapport avec l'économie de la mer, qui est différente de l'économie de la forêt que traitera un ingénieur associé au développement de la zone forestière. Les chercheurs d'emploi sont appelés à acquérir de nouveaux savoir-faire pour être compétitifs dans cette kyrielle d'opportunités qu'offre la décentralisation, où seul le savoir-faire devra s'exprimer. Regardons maintenant vers les nouvelles niches d'emploi. TIC, énergie renouvelable et tourisme sont autant d'horizons de possibles à explorer. Mais comment transformer le génie camerounais et ce potentiel en emploi? Réponse dans cette enquête menée par Daniel Menanga. Champ de possibles encore en friche. Ici, le lac municipal de Yaoundé. Le gouvernement du Cameroun a prévu le réaménager. En attendant, il est pratiqué sur le site du sport nautique. Un expert des questions environnementales indique que sous cette étendue d'eau est aussi enfouie une merveille pas assez exploitée. Par exemple, cette jacente d'eau peut être transformée en sac de marché, en des sacs à main et même pour la fabrication des chaises. Là, une autre surprise de la transformation des déchets plastiques. Des paniers à linge. Tout part d'une idée, résoudre un problème qui se pose au quotidien. Valeureuse réponse à Douala avec ces jeunes qui donnent une seconde vie aux bouteilles plastiques usitées. L'avancée du digital aujourd'hui impose aux sociétés de se transformer, de s'imposer et d'anticiper sur un certain nombre de besoins. Donc, de ce fait, que nous soyons dans l'agriculture, que nous soyons dans l'éducation, que nous soyons dans le tourisme ou la restauration, il y a énormément de choses qui doivent être faites et qui sont déjà en train d'être faites et qui peuvent être générateurs d'emplois et d'entreprises. Aujourd'hui, avec le digital, une attention plus accentuée à son environnement est requise. C'est ce qu'a fait le jeune Stéphane Moifo, 24 ans, avec ses couveuses solaires à Bafoussam. Si vous avez pensé à une idée géniale, tout le monde peut-être sait ce que vous avez pensé, mais personne n'a osé le matérialiser. C'est ça l'innovation. Tout le monde le voit, tout le monde le vit, mais personne n'a osé. Et celui qui a osé devient le génie. À travers le numérique, on peut valablement vendre le pays, que ce soit sur le plan artisanal, sur le plan touristique. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens aujourd'hui pour faire connaître le Cameroun. Des initiatives en multiplication mises sur pied par la force du génie camerounais et cette capacité à mettre en vitrine les richesses du terroir. Belle invite du Cameroun qui attend de grands rendez-vous sportifs. Voici maintenant une jeune, elle n'est plus en quête d'emploi et pourrait même servir d'exemple. Lise-Angèle Kombi a choisi le travail de la terre, la culture et la transformation du plantain. Elle propose de la farine de plantain, des chips et des pains mie qu'elle vend dans les villes de Yaoundé et Douala. Barbara Padjama nous brosse son portrait.
Ici, tout un magasin qui tourne autour de la poudre de plantain, empaquetée, prêt à la consommation. Palettes variées. Vous pouvez en faire des pains, des cakes, des gâteaux et même des croissants. Un vrai gourmand à l'arrière-boutique. Est-ce que c'est bon, Jeannette? C'est bon? Ok. Des produits finis de tout un processus industriel qui obéit à la lettre à la recette de grand-mère. Ma grand-mère, elle faisait déjà ce qu'on appelle le coquille-pou, qui est le plantain qu'on a séché soit au soleil, soit dans les greniers et qu'elles conservent longtemps. Donc au moment où elles en ont besoin, elles écrasent et elles en font simplement le coquille. Lise n'avait jamais pensé atterrir en cuisine. Mais elle y est depuis moins de 3 ans avec 2 diplômes en poche. Un en business et management et un autre en éducation et développement international. Quel rapport avec l'agroalimentaire? J'ai appris à utiliser la farine de plantain. Nos grands-parents, ils le faisaient déjà. Quand vous avez grandi dans le Mungo, vous apprenez à comprendre et à voir un peu les mets qu'ils ont faits dans l'ancien temps. Ce champ d'opportunités a tout de même besoin d'engrais en argent. L'accès des machines via les finances. On veut produire pour le Cameroun entier, on veut produire pour la sous-région. Des chips, des pains, des gâteaux, des fécules plantains. Lise est capable de dresser toute une table dans tous les espaces marchands grâce à ses multiples bras. J'emploie jusque-là directement 8 personnes, mais indirectement parce qu'on a des vendeurs ambulants, on a des shops. Elle a touché au manioc dans ses débuts. Maintenant, Lise manipule le plantain et lui donne toutes les formes et les goûts pour acheter le maximum de consommateurs. Avant de refermer ce dossier, rappelons que pour le chef de l'État, il faudrait moderniser l'agriculture et stimuler l'industrialisation. Cela sonne comme une invite à l'appropriation et à la transformation des produits locaux. À Douala, plusieurs magasins consacrent leur vente à la commercialisation des produits Made in Cameroun. Comment se porte donc ce label? Voyons cela avec Marivonne Dongo. Et si on menait un petit exercice, des chips faits à base de macabo, en avez-vous déjà goûté? Oui, exactement. Il y a eu des exposés toujours à Promote, avec le ministère de l'économie, les PME. Il n'y a pas que le macabo qui est proposé dans ce magasin signé Made in Cameroun. Le plantain, la patate, le manioc et même les ignames transformés localement sont aptes à la consommation sous forme de boissons non alcoolisées et autres ingrédients alimentaires. Et ce sont bien des producteurs camerounais qui s'exercent individuellement ou sous initiative collective. La boutique est une GE, un groupement d'intérêt économique. Du coup, les produits qu'on a ici sont des différents producteurs. Le rendez-vous semble plus qu'attractif. Les clients ressortent les mains pleines, espérant que l'initiative se développe et attire davantage de Camerounais. C'est naturel, vous voyez. Bon, mais le prix pour l'instant n'est pas abordable pour un Camerounais tel que nous sommes. Nous allons voir ailleurs. Les prix sont les mêmes, voire plus élevés. Dans ce magasin, la clientèle se situe dans la tranche 40 à 50 ans. Nous voulons également que tout le monde soit également interpellé. Il y a des gens qui viennent, qui commandent la farine de patates pour la fabrication de pain de patates, parce que les gens ne veulent plus consommer du blé. Le magasin a seulement 8 mois, mais espère attirer le maximum de clients pour la valorisation de la production locale. En attendant, la matière première reste disponible et les ouvriers attendus. Tout à fait autre chose. Hier, à Yaoundé, les jeunes et le gouvernement se sont parlé au cours d'un forum tenu au Palais Polyvalent des Sports. Une occasion d'évoquer des sujets d'intérêt commun comme l'insertion des ex-combattants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest reconvertis à la vie normale. Synthèse des échanges, Étienne Pascal Azegueux. Plus d'une dizaine de membres du gouvernement questionnés par des jeunes issus de tous bords. L'instant est inédit au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Ma question va s'adresser au ministère des Affaires sociales et le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Au regard constant de la croissance constante des enfants dans la rue et surtout au niveau de la poste centrale, et ces enfants qui deviennent de plus en plus agressifs, nous voulions savoir ce que vous faites ou bien ce que vous envisagez faire afin de limiter ce phénomène. Lorsque l'enfant se retrouve dans la rue, cela signifie qu'il y a eu un problème à la maison. Donc nous revenons au niveau du rôle de l'éducation en famille, parce que les bases de l'éducation sont posées au sein de la famille. L'échange est franc et porte sur les sujets d'actualité et d'intérêt général au Cameroun. What help as a government
given to youths who have laid down their guns? Comment intégrer ceux qui ont déposé les armes, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Les centres de réinsertion ont été créés par le chef de l'État et ceux qui y vont suivent des programmes particuliers, qu'ils soient des enfants, qu'ils soient des adultes, qu'ils soient ceux qui ont un niveau pour trouver un travail ou qu'ils soient ceux qui ne peuvent même pas travailler. L'initiative prescrite par le président de la République au gouvernement s'avère une réussite. Je crois que pour la plupart, vous avez dit votre satisfaction de l'initiative qui a été instruite par le président de la République. Je leur promets que nous obtiendrons que cette expérience soit renouvelée. Le Forum des jeunes a été l'une des attractions de la 54e édition de la Fête nationale de la jeunesse dans notre pays. Et dans un environnement qui corrompt l'esprit par des écarts de comportement dans la société, la jeunesse sportive s'offre alors comme un modèle. Ses exploits sont dignes d'intérêt. Le président de la République en a fait cas dans son message du 10 février dernier. Réécoutons le chef de l'État, Paul Biya, dans un extrait des discours sélectionné par Séverin Aligambélé. Au registre des satisfactions que nous pouvons légitimement éprouver, je mentionnerai les succès remportés par nos jeunes sportifs sur la scène internationale. Qu'il s'agisse du deuxième titre de champion d'Afrique des Nations de notre équipe de football, messieurs, des moins de 17 ans, du deuxième titre de championne d'Afrique de notre équipe nationale de volleyball dames et de la consécration en janvier 2020 de notre équipe nationale féminine de football comme meilleure équipe du continent. Je crois que nous pouvons être fiers de notre jeunesse sportive qui fait flotter très haut les couleurs du Cameroun. Le double scrutin législatif et municipal du 9 février va sans doute déboucher sur une configuration nouvelle de l'espace politique national. En attendant les résultats définitifs des urnes, il se profile déjà à l'horizon l'entrée en scène de nouveaux acteurs. Un regain d'intérêt autour de la compétition électorale qui témoigne de la vitalité et même de la crédibilité du processus démocratique en cours. Le commentaire de Séverin Aligambélé. On n'est pas encore au bout de l'ensemble des opérations déclenchées le 10 novembre dernier par la convocation du corps électoral en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. Mais déjà, les opérations de vote du 9 février donnent raison à ceux qui pensent qu'indépendamment des écueils, embûches et travers de toutes sortes, la démocratie avance à grands pas au Cameroun. Dimanche dernier, tout le monde l'a remarqué, à quelques variantes près, les citoyens sont allés aux urnes dans les villes et villages. Le pari de la tenue effective du scrutin est relevé. Ils sont allés choisir les conseillers municipaux et les députés à l'Assemblée nationale, bravant parfois les menaces les plus irrationnelles dans un contexte de liberté. Ils sont allés aux urnes dans les coins les plus reculés de la République, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'extrême nord et la Damawa, la preuve que dans ces zones en crise, la situation sécuritaire s'améliore. Les efforts pour un retour à la paix portent des fruits. Les déclarations préliminaires des missions d'observation électorale à ce propos sont assez claires. Le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, par exemple, identifie, je cite, un comportement pacifique des électeurs qui ont pu accomplir leur devoir citoyen dans le calme et la sérénité. Fin de citation. Rendu à ce jour, les premières estimations des suffrages exprimés susurrent l'entrée en scène de nouveaux acteurs et formations politiques. C'est le cas du PCRN de Cabral-Libye, dont la percée est significative dans les régions du centre et du littoral. Le FSNC de Issa Chiroma Bakari, plus que jamais déterminé à se faire une place au soleil. La montée à puissance de certaines formations politiques et bien d'autres à découvrir, les batailles à tonalité épique entre les partis de la majorité gouvernante, le RDPC, l'UNDP, pendant la campagne électorale en Gaoundéré, Garoua et Maroua, sont autant de paramètres objectifs qui attestent de la vitalité et de la crédibilité d'un processus démocratique qui se construit lentement, mais sûrement. La sérénité observée au lendemain des élections couplées, la répartition naturelle des cartes en fonction du choix du peuple souverain apporteront probablement au soir des résultats définitifs plus de conviction à ceux qui ont des doutes sur le Cameroun et son modèle de démocratie.
Aux résultats, ceux des élections municipales. Dans la région de l'Ouest, 5 partis politiques, le RDPC, l'UDC, l'UMS, le MCNC et le SDF, vont gérer les 40 communes pour les 5 prochaines années. C'est ce qui ressort donc des résultats proclamés par les présidents des commissions communales. Et nous faisons le point avec Jean de Dieu Coignet à Bafoussam. Au sorti des élections municipales du 9 février dernier, les tendances, selon nos sources, donnent une large victoire au RDPC qui règne en maître dans les départements des Bamboutos avec 4 communes sur 4. Scénario identique dans le département des Hauts-Plateaux ainsi que le Ndé. Le département du Konchi, le RDPC contrôle les 3 communes sur les 3, 6 sur 6 de la Ménois, soit un total de 30 communes sur 40. L'UDC arrive en 2e place avec 6 communes, suivi de l'UMS qui compte 2 communes. Le SDF est 3e avec une commune sur les 3 que compte le département de la Mifi. Le MCNC, Newcoma, dans ses élections municipales, a 19 conseillers sur les 25 que compte la commune de Banka, le département du Onkam. Au regard de ces clichés et en attendant le verdict des contentieux, l'on observe une percée de l'opposition dans certaines communes de la région de l'Ouest, à l'instar de la commune de Bafoussam premier avec le SDF dans la Mifi, Banwa avec l'UMS dans le département du Onkam et Fumbot avec l'UDC, le département du Nono. Quelques surprises à Ngaoundéré dans l'Adamawa. Les 3 communes d'arrondissement ont été la foire d'empoigne de 7 partis politiques. Voici le verdict rendu par les commissions communales dans cette correspondance de Juni Mandou de CRTV Adamawa. Les commissions communales de supervision de vote de Ngaoundéré 1er, 2e et 3e ont rendu public les premiers résultats après opération de vérification des données qui ressortent des bureaux de vote. Aucun PV n'a été annulé. Il y a eu certes quelques rectifications et redressements concernant 11 PV, mais qui n'ont entamé en rien la régularité de ces PV qui ont été pris en compte. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès a raflé la mise dans les communes de Ngaoundéré 1er et 2e en obtenant tous les sièges de conseillers municipaux. De quoi arracher le sourire des têtes de liste. Nous remercions toutes les populations d'avoir porté leur choix sur notre liste. Donc la population ait confiance en nous et nous a fait confiance en nous élisants. Nous également, on va faire notre effort pour corriger les manquements que nous avons eu dans les mandats passés. La commune de Ngaoundéré 3e verra ses sièges départagés entre le RDPC qui obtient la majorité de 25 sièges, l'UNDP aura 4 sièges et le parti Univers les 2 autres. La conférence épiscopale nationale vient également de se prononcer sur le déroulement du double scrutin par la voix de Monseigneur Abraham Comé, président de cette instance. Elle se dit satisfaite du déroulement des opérations électorales et formule des recommandations. Je vous propose d'ailleurs un extrait de déclaration de Monseigneur Abraham Comé, président de la conférence épiscopale nationale. De manière générale, dans les 46 départements couverts par nos observateurs, les opérations se sont déroulées dans le calme. Par ailleurs, des cartes électorales en souffrance étaient disposées dans la plupart des bureaux de vote. Par exemple, à l'école publique de Mendon, au lycée Jos, pour ne citer que ces 2 cas. Ce qui a donné aux électeurs l'occasion de faire leur devoir citoyen sans entrave. Le matériel électoral était disponible et en quantité suffisante dans les bureaux de vote couverts par nos observateurs. Les évêques comptent sur le sens élevé de responsabilité du Conseil constitutionnel et haute instance de saisine du contentieux post-électoral et de proclamation des résultats pour traduire et respecter le choix du peuple camerounais tel que librement exprimé dans les urnes.
Les missions d'observation électorales présentes au Cameroun à l'occasion du double scrutin législatif et municipal rendent aussi publics les rapports préliminaires. La mission de l'Organisation internationale de la francophonie, mais également l'Union des jeunes de l'espace CEMAC ont donné un point de presse à Yaoundé ce jour. La synthèse avec Séverin Legambeli. Les observations de la mission d'information et de contact de l'Organisation internationale de la francophonie à l'occasion du double scrutin sont contenues dans un communiqué de presse. Sur la base des informations collectées, la mission a pu établir les constats suivants pour les zones visitées. Une ouverture et une clôture des bureaux de vote aux horaires fixés par le cadre légal des élections, une présence du matériel électoral au complet dans les bureaux de vote, une présence discrète des forces de l'ordre pour sécuriser les opérations de vote, un comportement pacifique des électeurs qui ont pu accomplir leurs devoirs citoyens dans le calme et la sérénité. Et dans sa déclaration préliminaire, la mission OIF encourage toutes les parties prenantes à préserver le même climat d'apaisement lors des étapes suivantes du processus électoral, en particulier dans le cas du traitement des résultats issus des scrutins. Dans une démarche similaire, se fondant sur la compilation factuelle des fiches d'observation, l'Union des jeunes de la CEMAC et les experts de l'espace CEDEAO considèrent que les élections législatives et municipales ont été équitables. Nous avions donc composé une équipe conjointe qui a produit donc les 75 observateurs. Et ce que nous avons constaté le jour du vote, par endroits, de manière faible, il y a eu des retards d'ouverture des bureaux de vote, mais en quasi-totalité, les bureaux ont ouvert à temps. Et nous avons constaté que le matériel électoral était aussi en place à temps. Donc cela nous donnait un satisfecit sur le début de la journée qui progressivement s'en est allé jusqu'au dépouillement sans aucun incident. Au-delà des déclarations préliminaires, les missions d'observation électorale dressent des rapports définitifs. Ces rapports contiennent des recommandations sur les aménagements à faire pour la consolidation de la démocratie, la gouvernance, la paix et la stabilité. Et au sujet de ce double scrutin, sachez que les affaires vont vite en ce qui concerne le contentieux post-électoral. Au Conseil constitutionnel, quelques recours ont déjà été introduits au greffe. Les requérants demandent l'annulation partielle de l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans plusieurs circonscriptions. Thérèse Yolande Dima. 3 recours en annulation partielle des élections législatives du 9 février 2020 ont déjà été enregistrés au greffe du Conseil constitutionnel. L'un provient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, et porte les signatures de Madame Soubaïnatou Salirou, épouse Mohamedou Bassirou, Koulania Abdou et Ali Bachir. Les 3 députés sortants et candidats aux élections législatives du 9 février 2020 dans la circonscription électorale du département de la Vina sous le label de leur parti politique, le RDPC, demandent l'annulation partielle des opérations électorales dans les arrondissements de Ngaoundéré 1er, 2e et 3e et Nyambaka. Il dénonce des irrégularités orchestrées par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. L'UNDP, disait-il, n'a pas respecté l'heure limite de la clôture de la campagne électorale et s'est livré à des manœuvres de corruption. Les 2 autres recours introduits par l'United Democratic Party, UDP, concernent les circonscriptions électorales du Ndongamantoum Ouest et de Boyo dans la région du Nord-Ouest. Le requérant Aladi Lawan Bako affirme que les bulletins de vote de son parti n'ont pas été distribués dans l'arrondissement de Missaché et que le scrutin s'est déroulé dans le domicile d'un membre du RDPC. Les requérants ont jusqu'à minuit ce mercredi pour déposer leur requête. Et on verra le moment venu si tout cela est recevable. Une délégation de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale séjourne au Cameroun. Depuis ce mercredi, cette mission collecte des données et informations sur les programmes et projets en vue de l'élaboration d'un rapport de surveillance de la sous-région. Marie-Laurence Gueye. La mission de la CEMAC sur la surveillance multilatérale tient sa première revue pour le compte de l'année 2020. Elle a entamé son périple par une séance introductive avec le comité technique de suivi des programmes économiques. Cette mission va s'attarder, entre autres, sur l'état de mise en place de la stratégie nationale de développement 2020-2030, l'état d'apurement de la dette intérieure, l'évolution de la situation de la SONARA.
nous allons évaluer les dispositions qui sont prises au niveau national pour la conclusion de la 6e revue du programme avec le Fonds monétaire international. La mise en œuvre d'autres résolutions qui avaient été prises par les chefs d'État, notamment à poursuivre la coopération avec les institutions financières internationales. Occasion de faire une mise à jour sur la situation macroéconomique et financière du Cameroun en 2019 et les perspectives 2020-2021. L'économie camerounaise continuait d'enregistrer une certaine résilience avec une croissance que nous avons prévue à l'époque à 4,1% en 2019. Le déficit budgétaire étant revenu de 6,4% du PIB en 2016 à 2,3% du PIB en 2018. Des séances de travail vont se poursuivre dans les prochains jours avec les différentes structures économiques du pays. Hier, 11 février, n'était pas seulement jour de fête de la jeunesse. La date correspond aussi à la Journée mondiale des malades, instituée depuis 28 ans par le pape Jean-Paul II. À Yaoundé, une Eucharistie de circonstance a été célébrée en la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Des prières dites pour les malades et des parchemins remis au meilleur personnel médico-sanitaire. Pierre Biyina-Barga. Que le Saint-Père Jean-Paul II crée la Journée mondiale des malades, célébrée chaque année le 11 février. Le même jour, l'Église célèbre aussi la solennité de Notre-Dame de Lourdes. Les malades se sentent très rapidement mis à l'écart par les bien-portants. Il leur faut aide, soutien et attention. C'est à l'occasion de cette Journée mondiale des malades qu'est célébrée ici en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé cette messe que préside le recteur avec en bonne place la commission diocésaine de la santé. On montre que l'Église est avec les malades et n'est pas seulement avec ceux qui marchent, ceux qui sont riches, ceux qui ont l'argent, ils sont aussi ceux qui sont souffrants. On prie pour les malades, on prie pour les personnels médico-sanitaires. Les meilleurs personnels médico-sanitaires sont d'ailleurs primés. Le sentiment de joie, je remercie l'Éternel pour cette distinction et je travaillerai davantage au service de mes patients. Je suis reconnaissant pour cette distinction. C'est la preuve que le diocèse reconnaît les efforts que nous déployons pour le bon traitement de nos malades. Pour le Saint-Père, il faut permettre aux personnes atteintes de maladies de se sentir écoutées. D'ailleurs, en cas de ces moments de détresse et de souffrance, seul un petit geste suffit. Revivons quelque peu l'ambiance de la fête de la jeunesse dans un petit village du Dia et Lobo, dans la région du Sud. Les jeunes de la localité sont gâtés chaque année par le chef de canton, Émile Ngamba, qui organise un concert à l'occasion. Cette année, une dizaine de stars ont enflammé la jeunesse, avec quelques noms bien connus, Jean-Pierre Essomé, Nabila, Otto Marcelin. Bref, toute la playlist joue dans ce reportage de Barbara Padjama. Ce rendez-vous culturel est inscrit depuis 18 ans dans le calendrier du village. Le 11 février, c'est tout le Djailobo qui converge vers Zoum, l'épicentre du grand groupement Yumvac constitué de 9 villages. Ce jour qui célèbre les jeunes a toujours été organisé par ce patriarche aimant et regardant. Chaque année, nous offrirons une journée pour donner un peu de plaisir à nos petits-enfants et à nos jeunes frères. Le 11 février, c'est le visage que porte Zoum. Les artistes viennent de partout pour transporter les jeunes. Sa Majesté organise toujours une grande cérémonie où il fait venir tous les élèves de San Melima et de Zoum être proche des artistes qu'on voit à la télé. L'idée de se retrouver jeunes et vieux un jour pareil donne des ailes à tout le village. Ça fait vivre le village, ça fait pouvoir la jeune qui ne connaissait pas. Peut-être quand ils vivent ici, ils n'oublient pas pourquoi on est au village. Une dizaine d'artistes ont rempli Zoum au grand bonheur de tout le village qui est sorti. Le patriarche chef a aussi eu droit à un présent immortel. Belle fête en somme.
L'argent n'aime pas le bruit, mais on en parle quand même dans ce journal pour signaler l'ouverture d'une nouvelle agence de Vision Finance à Yaoundé, au lieu dit Montée en Rouge. Dédiée à la clientèle VIP, elle a été inaugurée au cours d'une cérémonie organisée en présence de Jean-Pierre Amougou-Belinga, le président directeur général de Vision Finance. Alvin Giselze. Et de 3 pour Vision Finance SA à Yaoundé, une marque d'excellence, de confiance, de fiabilité et de crédibilité. Vision Finance SA, en rouge, se dresse majestueusement au centre-ville de Yaoundé dans un cadre sécurisé. Jean-Pierre Amougou-Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote, l'homme à l'imagination fertile, met à la disposition de la clientèle VIP un espace qui répond à leurs attentes. Vision Finance ne cesse de marquer vraiment des grands pas parce que vous voyez ici, c'est tellement beau, c'est agréable d'y être. Et puis le service d'avant par rapport à ce qui va encore être plus développé maintenant est meilleur. Nous avons aujourd'hui compris que le personnel a atteint un certain niveau de maturité et nous avons pensé qu'on pouvait ouvrir une telle agence avec le confort. Pour des facilités de transactions bancaires, Vision Finance SA dispose d'un personnel qualifié, moulé à la bonne école et prêt à apporter satisfaction à cette clientèle de plus en plus exigeante. Nous avons sélectionné le type de clients déjà que nous allons mettre en place. Comment mettre un personnel aussi dynamique, motivé, pouvoir répondre aux besoins avec une large gamme de produits disponibles. Cet établissement de microfinance de 2e catégorie contribue à l'efficacité du système financier au Cameroun. Être le plus proche de la clientèle, c'est le but, dans la célérité, la diligence et surtout l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés. Cette nouvelle agence va désengorger celle du marché central. Jean-Pierre Amougou-Belinga, chef d'orchestre des établissements de microfinance Vision Finance SA, à la tête d'un groupe multisectoriel, entend voler plus haut pour le bien de toutes les couches sociales. En sport CHAN 2020, la mission d'inspection de la CAF a engagé ce mercredi la visite des infrastructures sportives, hospitalières et hôtelières de la ville de Douala. C'était sous la conduite du gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois. Le compte rendu de la journée, Monique Félicité Tuen. 9 personnes au total composent la délégation des experts, avec à la tête le Nigérian Samson Adamou, directeur des compétitions à la Confédération africaine de football. Le groupe s'est divisé en 3 ce mercredi 12 février. Le premier, conduit par le gouverneur du littoral Dieudonné Ivara Diboa, a visité les infrastructures sportives, les stades de Japoma, de Bepanda et leurs annexes, les stades de Bonamoussadi et Mbapelepe. Ceci sous le regard pointu d'Ismaël Wali, manager des compétitions des équipes nationales à la CAF. Le deuxième groupe a inspecté 10 structures hôtelières de Douala et le troisième a visité les structures hospitalières. La journée s'est achevée par une brève séance de débriefing. Globalement, il faut dire qu'il y a encore des petits ajustements mineurs qui visent seulement à améliorer le confort des joueurs, à assurer une meilleure sécurité avec des caméras qu'il faut augmenter. Il n'y a pas une recommandation qui portera atteinte sur les capacités de notre stade et de nos installations. Le groupe d'experts de la CAF poursuit sa visite dans le sud-ouest ce jeudi. La copie finale sera rendue à la fin de la mission d'inspection du CHAN prévue au Cameroun dès le 4 avril. Ainsi va l'actualité ce soir. Merci de votre fidélité aux 20h30 et je vous souhaite après ce journal d'excellents moments d'antenne sur votre chaîne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir.